Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de faire partie de ce congrès et de vous parler aujourd'hui des lentilles sclérales et des perles pour arriver au succès. Donc, il existe plusieurs perles pour le succès des lentilles sclérales. Voici une sélection de mes meilleures qui partent de la sélection et attente des patients à l'éducation du patient. Donc, une sélection correcte des patients est cruciale pour le succès de l'adaptation de la lentille sclérale. Un bon candidat pour l'adaptation de la lentille sclérale peut être identifié en fonction de l'état de la surface oculaire, des antécédents cliniques et des attentes du patient. Les lentilles de contact déjà adaptées fournissent également des informations précieuses pour la sélection de la géométrie de matériaux et aussi de la gestion de l'adaptation. Il est important de prendre le temps pour comprendre les besoins du patient, le diagnostic qu'il a reçu et comment il y a réagi. Il est important de pouvoir détecter des signes d'anxiété et de dépression qui touchent souvent les personnes après un diagnostic de maladie chronique. Et il est également nécessaire de répondre à leurs questions, de corriger parfois leur impatience et identifier clairement les options possibles afin de gérer leurs attentes. Les patients ayant des attentes irréalistiques sont plus susceptibles d'avoir une satisfaction globale compromise après avoir porté des lentilles sclérales, ce qui peut les emmener à abandonner le port des lentilles sclérales. Et certains patients peuvent demander des lentilles sclérales pour des conditions qui pourraient ne pas bénéficier de leur utilisation. Et ces patients sont extrêmement déçus après leur utilisation. Par conséquent, il est essentiel d'évaluer l'état de l'œil et les attentes du patient et de clarifier les limites et les défis des lentilles sclérales avant de commencer le processus d'adaptation. L'observation des conditions oculaires est essentielle avant l'adaptation des lentilles. Les paupières et les cils sont les premiers à être évalué pour détecter la présence de débris ou d'une configuration anomale. Une attention particulière doit être portée à la détection des parasites tels que des modex parce qu'ils peuvent générer des symptômes de sécheresse oculaire, d'irritation, d'inflammation et c'est important donc de résoudre ces problèmes avant de commencer l'adaptation des lentilles sclérales. Les marges des paupières doivent également être observées. Le dysfonctionnement des glandes de Meibomius est une cible principale pour l'investigation car il a un impact important sur la stabilité du film lacrimal. S'il est cliniquement significatif, il peut nuire au confort et générer des dépôts sur la surface des lentilles. Et également, il est très important aussi de vérifier la présence d'un lead wiper épithéliopathie, car cette affection est considérée comme un signe précoce de sécheresse oculaire qui peut compromettre les résultats et le succès des lentilles sclérales. L'évaluation à la lampe à fente et la topographie cornéenne ne sont pas suffisantes pour choisir la typologie et la géométrie des lentilles. Il est très important de connaître d'autres informations comme l'épaisseur cornéenne, comme dans ce cas-là où la cornée est extrêmement fine. Donc, et lors de l'évaluation à la lampe à fente, une néovascularisation et des ghost vessels ont été observés, ainsi que dans ce cas, la lentille devait voûter adéquatement la cornée et le limbe en évitant la congestion dans la partie limbique. Et parce que ça peut exaspérer la néovascularisation. De plus, l'alignement de la lentille sur la conjonctive est crucial et très important dans ce cas-là. Donc, l'évaluation de l'épaisseur cornéenne et l'évaluation des conditions de la cornée et de la surface oculaire à la lampe à fente ont indiqué le besoin d'une lentille obtenue avec une technique empreinte. Donc, c'est important de prendre toutes les informations, d'obtenir toutes les informations parce qu'ils sont très importants pour pouvoir décider quelle géométrie et quelle typologie de lentille on a besoin pour cet œil.
Donc, comment choisir la hauteur sagittale de la lentille d'essai en fonction celle de la hauteur sagittale oculaire estimée ou calculée. Dans ce cas-là, elle était calculée et la hauteur de la lentille, la hauteur sagittale de la lentille était calculée de 4300 microns. Donc, ce que j'ai fait là, c'est de prendre une lentille d'essai qui a une hauteur sagittale la plus proche de celle calculée. Et lors de l'évaluation avec la lampe à fente, la voûte n'était pas suffisante. Considérez que ce que l'on est en train de voir là, la voûte, il s'agit d'une voûte évaluée lors de la pose de la lentille. Et on sait que les lentilles sclérales se déposent avec le temps, s'enfoncent dans la conjonctive. Donc, si on est en train de voir cette voûte basse lors de l'application, lors de la pose de la lentille, cela va diminuer avec le temps, après quelques jours, quelques semaines, et probablement la lentille va toucher la cornée. Donc, à ce stade-là, j'ai pris une lentille avec une hauteur sagittale supérieure et la lentille était bien adaptée sur la conjonctive et bien alignée et la voûte aussi était optimale. Donc, le message ici est en fonction de la hauteur sagittale de la lentille estimée ou calculée, choisissez une hauteur sagittale plus élevée. Premièrement, parce que la lentille s'enfoncera et la voûte initiale se réduira avec le port de la lentille. Deuxièmement, car avec une hauteur sagittale plus élevée, vous pouvez estimer de combien vous avez besoin de la réduire. Lorsque la lentille touche la cornée, il est difficile de comprendre à quel point la lentille est en train de toucher et de combien cet engagement doit être augmenté. Bon, quelle géométrie de lentilles choisir des lentilles diagnostiques? Sphérique, torique ou bien une autre? On ne le sait pas, on doit deviner. Cette étude a démontré qu'environ environ 66% des yeux ont des formes sclérales différentes des aptiques sphériques ou toriques couramment conçues. Et c'est la raison principale pour la personnalisation des lentilles sclérales. De toute façon, si vous utilisez un kit de diagnostic, vous devrez peut-être d'abord sélectionner une lentille torique parce que les sclères toriques sont plus communes des scléras sphériques. Mais si vous voulez bien adapter la plupart des yeux de vos patients, vous devrez ajuster les lentilles personnalisées. Et la première étape pour la conception d'une lentille personnalisée consiste à effectuer des scans numériques précis de l'œil, de la surface oculaire. Différentes technologies sont disponibles. Les topographes des lentilles, les topographes sclérales fournissent plusieurs paramètres importants pour la sélection de la première lentille diagnostique et vous permettent également d'envoyer à différents laboratoires la topographie sclérale afin qu'ils puissent personnaliser la lentille avec une adaptation empirique. Une autre raison d'utiliser une technologie de pointe, parce que les patients demandent ces technologies. Voici des messages que je reçois des patients du monde entier qui veulent des lentilles sclérales, mais attention, ils ne me demandent pas si j'adapte des lentilles sclérales, mais ils me demandent si j'utilise des technologies de pointe. Ils veulent les lentilles fabriquées avec une technologie de pointe. Et ils sont disponibles pour voyager pour trouver la technologie qu'ils sont en train de demander. Une autre raison de personnaliser les lentilles sclérales est d'augmenter le confort pendant le port des lentilles. Cette étude a montré que le passage en passant des lentilles sclérales sphériques aux lentilles sclérales toriques a augmenté la satisfaction globale des patients, le confort et la durée de port. Une autre caractéristique à considérer, la conception des lentilles ovales. Donc, on le sait très bien que la cornée et le limbe sont ovales. En adaptant une lentille sclérale basée sur le HVID, la lentille va toucher la surface oculaire près du limbe dans le méridien horizontal et loin du limbe dans le méridien vertical. Donc, ça va conduire à la création d'un clearance excessif dans la partie inférieure et ça va provoquer décentrement de la lentille, prolapsus et un inconfort
pendant le port. Par contre, une adaptation basée sur le VVID, donc un diamètre plus petit, le dégagement sera optimal verticalement, mais la lentille va toucher la cornée, le limbe horizontalement, et ça va provoquer un bolus épithélium bulleux. Par conséquent, les zones cornéennes et limbiques doivent être conçues sur la base de HVID et VVID, et cela va générer une lentille sclérale ovale. Dans certains cas, il est nécessaire d'envisager des lentilles sclérales fénétrées. À noter que les fénéstrations peuvent être incluses dans les zones limbiques et sclérales. Et les deux fénestrations sont différentes, elles sont indiquées pour des problèmes différents et l'adaptation des lentilles lors de leur inclusion est aussi différente. Donc, la fénestration dans la zone limbique nécessite une surface postérieure de la lentille qui se rapproche le plus possible du contour cornéen. La voûte centrale ne doit pas dépasser 150 microns et la voûte dans la zone limbique doit être d'environ 75-100 microns. Par contre, les fénestrations dans la zone sclérale sont indiquées pour réduire l'aspiration de la lentille et dans ce cas-là, la lentille doit avoir une adaptation légèrement plate en périphérie pour éviter le collage du tissu conjonctival qui va rentrer dans le trou, qui va bloquer les trous. Des canaux peuvent être aussi inclus pour réduire l'aspiration de la lentille et augmenter l'échange lacrymal en évitant et aussi en résolvant un édème cornéen. L'évaluation de la lentille du diagnostic est très importante pour observer les problèmes et prendre des notes pour les changements pendant la commande de la lentille. Donc, il existe deux approches pour l'évaluation de l'adaptation de la lentille sclérale. Le premier est dehors-dedans et le second est dedans-dehors. Le dehors-dedans est l'évaluation de l'alignement de la lentille dans la zone sclérale d'abord, puis l'évaluation de la zone cornéenne. La méthode dedans-dehors consiste à commencer l'évaluation à partir de la zone centrale et à procéder vers la périphérie. Cette méthode est celle que je vous recommande personnellement pour éviter des considérations inutiles. Donc, par exemple, la périphérie peut sembler plate ou combrée. Donc, à ce point-là, on est en train de prendre des notes pour les changements de la périphérie de la lentille pour communiquer au laboratoire. La lentille va être changée. Puis, on arrive à la zone cornéenne et on remarque que la lentille est en train de toucher la cornée ou que le dégagement central est excessif. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est juste perdre du temps à observer et noter les changements à faire en périphérie, alors que la lentille qu'on est en train d'observer n'est pas la meilleure pour évaluer. Cette lentille doit être retirée et nous devons en appliquer une autre. Par conséquent, il est essentiel de déterminer d'abord la lentille au centre, donc d'évaluer l'adaptation dans la zone centrale et puis continuer à évaluer dans la périphérie. Il est aussi important d'évaluer l'adaptation de la lentille dans les différentes directions de regard, car dans une zone comme dans ce cas-là, dans une zone, la lentille peut avoir un alignement optimal. Par contre, dans la zone opposée, elle est soulevée et donc une grande bulle d'air est présente dans la zone pupillaire, gênant la vision aussi. Et dans le méridien vertical, la lentille est en train de penser la conjonctive. Donc, dans ce cas-là, la lentille a besoin d'être modifiée dans les différents cadrans en une manière différente. Donc, dans la zone nasale, la lentille doit être combrée et dans le méridien vertical, la lentille doit être plus plate. L'évaluation du dégagement peut être parfois facile, parfois difficile. Avec l'OCT est facile l'évaluation car le praticien mesure précisément l'épaisseur du vol dans des différentes zones. Également aussi au niveau de la zone limbique où il est très difficile à évaluer avec la lampe à fente. Avec la lampe à fente, il est important de comparer, de visualiser, donc de mettre en clair les deux surfaces de la lentille parce qu'on doit évaluer et comparer la voûte avec l'épaisseur de la lentille.
Et parfois, c'est pas trop facile de mettre, de pouvoir voir les deux surfaces de lentilles. Dans ce cas-là, on est en train de voir très facilement les deux surfaces de lentilles. Donc, on peut comprendre aussi l'épaisseur et d'évaluer le dégagement avec cette épaisseur de la lentille. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment difficile et ça frustre aussi le technicien, le clinicien quand il est en train d'évaluer cette épaisseur. Martin Conway a récemment proposé une méthode innovante pour faciliter l'observation des deux surfaces de la lentille. Donc, il a suggéré de glisser la bande de la fluorescine sur la surface antérieure de la lentille, non sur la conjonctive, sur la surface antérieure de la lentille. Une fois le patient cligne les yeux, le colorant sera reparti sur toute la surface de la lentille, permettant une meilleure visualisation de l'épaisseur de la lentille. Cette méthode permet de réduire le temps passé pour l'évaluation et aussi la frustration du clinicien lors de l'évaluation de l'adaptation de la lentille. Pour comprendre aussi si le clearance est excessif ou pas, voilà une suggestion. Si vous réussissez à voir les risques à travers la fluorescine, le clearance est optimal. Mais si vous n'arrivez pas à voir les risques à travers cette fluorescine, le clearance est excessif. Une autre chose à surveiller est la lumière lors de l'évaluation de la voûte. Ici, sur cette photo, on est en train d'observer la voûte cornéenne et on va le noter pour les prochaines visites pour la comparer et vérifier s'il y a eu un enfoncement de la lentille avec le temps. Mais pendant la visite pour l'évaluation de cette voûte, pendant les visites de suivi, la zone cornéenne qu'on est en train de vérifier ici est bien claire? Non, on ne sait pas si la voûte est au centre, on ne sait pas si la voûte est en périphérie, ce n'est pas du tout clair. Donc, en éclairant légèrement l'œil, vous pouvez voir et documenter exactement la zone que vous êtes en train d'évaluer. Et ici, c'est très bien clair qu'on est en train d'évaluer la voûte centrale et très bien clair que cette évaluation de cette voûte est la cornée en périphérie. Comment faire ça? Certaines lampes à fente ont une lampe attachée, donc vous devez l'allumer et la positionner à côté de l'œil que vous êtes en train d'observer. Si la lampe à fente n'a pas cette lumière intégrée, vous pouvez acheter une lampe et la positionner sur la lampe à fente comme dans cette photo-là. Certains patients ont des problèmes de mouillabilité et ces patients généralement ont une blépharite ou une maladie de la surface oculaire. Donc, c'est très important de traiter ces conditions avant de commencer l'adaptation de la lentille sclérale. La mouillabilité peut aussi avoir plusieurs étiologies, donc il faut bien savoir l'étiologie et la résoudre avant de continuer l'adaptation. Ou même, comme j'ai déjà dit, de commencer l'adaptation. Mais si votre patient a des problèmes de mouillabilité pendant la journée, au lieu de retirer la lentille, de nettoyer et la poser de nouveau, ils peuvent prendre un coton-tige ou une ventouse. Il faut les mouiller avec une solution sans conservateur et nettoyer la surface de la lentille pendant que la lentille est posée sur l'œil. Une autre possibilité pour ces patients qui ont toujours une mauvaise mouillabilité, c'est ajouter un Hydrapex. Ça, c'est une lentille posée sur un œil qui a des maladies de la surface oculaire et donc on voit très bien que la lentille a une mauvaise mouillabilité. La même lentille était traitée avec Hydrapex et donc la mouillabilité est améliorée significativement.
Dans cet autre cas, le patient, apparemment, la mouillabilité était bonne, mais dans la zone populaire, le patient avait un fogging. Donc, il était obligé à cligner fréquemment la lentille pour nettoyer, pour enlever ce fogging et pour pouvoir bien voir parce qu'elle est en correspondance de la zone populaire. Cette même lentille était traitée avec HydraPeg et ce fogging-là ne s'est plus présenté. Donc, le patient était très content parce qu'il ne devait pas cligner fréquemment les yeux pour pouvoir bien voir à travers la lentille. Dans certains cas, avoir une pinguécula ou une irrégularité dans la conjonctive peut présenter un problème et peut compromettre le succès de l'adaptation de la lentille. Comme dans ce cas-là, la pinguécula était vraiment invisible, presque invisible. Donc, j'ai adapté une lentille sclérale de diamètre 15,5, je me rappelle. Après, à la visite, après une semaine, quand je l'ai visité après une semaine de port de la lentille, quand j'ai retiré la lentille, j'ai vu cette hyperémie dans la zone où il y avait la pinguécula. Et là, la pinguécula était beaucoup plus nette et on pouvait la voir. Donc, elle était aussi gonflée. Et alors, quand j'ai instillé la fluorescine, j'ai vu ce staining. Donc, ça indique que là, le bord de la lentille était en train de pincer cette pinguécula. Donc, ce que j'ai fait à ce point-là, c'est juste réduire le diamètre de la lentille pour éviter l'interaction avec la pinguécula. Mais dans certains cas, la pinguécula est attachée au limbe. Donc, on ne peut pas réduire le diamètre et en adaptant une lentille sclérale de diamètre médium, la pinguécula va soulever la lentille. Donc, dans ce cas-là, quand les irrégularités sont attachées au limbe, il vaut mieux adapter une lentille de grand diamètre avec une légère compression. Parfois, une légère compression n'est pas suffisante pour éviter des problèmes pendant le port de ces lentilles, quand ces irrégularités sont présentes. Donc, des voûtes en périphérie ou des notches sont nécessaires à inclure. Certains laboratoires ne peuvent pas inclure des notches dans la périphérie de la lentille, donc vous pouvez le faire dans votre laboratoire personnellement. Ce que vous devez faire premièrement, c'est noter la position et aussi les dimensions de la pinguécula, donc la voûte évite l'interaction, mais dans ces cas-là, la lentille doit être bien stabilisée, doit être au moins torique parce que si la lentille tourne dans l'œil, ce notch ne va plus être dans la position où la pinguécula est présente. Donc, une fois la lentille est stable sur l'œil, vous devez marquer avec un feutre et avec une perceuse. Vous créez ce notch, très facile à faire. Et dans cet outil, je suis en train de créer le notch et je suis en train d'arrondir les bords latéraux. Mais avec cet autre devis, je suis en train d'arrondir les bords encore mieux. Après ça, il faut utiliser un polish. Donc, sur un tissu, mettre le polish sur un tissu en microfibre et donc le passer sur les bords, mais aussi à l'intérieur du notch. Vous pouvez aussi faire des fenestrations dans votre laboratoire. Donc, un outil de 0,5 mm peut être utilisé pour ces fenestrations. Et après ça, il faut aussi arrondir les bords de la fenestration.
Et si vous avez une unité de modification, vous pouvez l'utiliser pour faire le polish sur le notch. Et là, on est en train de voir les deux, le notch bien fait et aussi la fenestration. Comment faire ça avec une perceuse normale achetée online et des outils différents pour pouvoir faire ces notches. Et aussi le polish, si vous avez une unité de modification très importante. Donc, la photographie numérique est importante dans la pratique des lentilles sclérales pour documenter les observations et les résultats de base, pour optimiser les stratégies d'adaptation et pour surveiller les changements au fil de temps et éviter d'attribuer des résultats significatifs à une mauvaise application, une mauvaise adaptation. Deux options sont disponibles pour ajouter un appareil photo numérique à la lampe à fonte, une caméra intégrée personnalisée et aussi un séparateur de faisceau avec un adapteur ou attacher les appareils photo numériques génériques. Les avantages de l'appareil photo intégré sont multiples. Photos de meilleure qualité avec plus de pixels, en particulier pour les vues à fort grossissement. La caméra est fixée en permanence à la lampe à fonte et plus stable. Elle est connectée à un ordinateur ou un écran plus grand, permettant aux membres de la famille présents dans la salle d'observer ce que le clinicien est en train de détecter avec le microscope. Et cela est également utile pour l'éducation du patient. Le clinicien peut utiliser les deux yeux et prendre les photos plus facilement à l'aide d'un bouton sur le joystick et aussi passer de la photo à la vidéo plus facilement. Aussi, différents adapteurs sont disponibles pour smartphones et tablettes. La seule limitation de ces appareils est que le clinicien ne peut pas utiliser les deux oculaires, un seul pour observer la lampe à fonte. Par contre, l'utilisation d'un séparateur de faisceau ou attacher le smartphone permet l'observation à travers les deux oculaires et de prendre les photos en même temps. La manipulation des lentilles sclérales peut être très difficile pour certains patients et dans certains cas, pour entraîner un abandon de la lentille. Donc, en cas de difficulté, l'utilisation des accessoires pour l'application des lentilles peut être utile. Il existe deux types de ventouses pour l'application des lentilles, le plus petit et le plus grand. Et la chose la plus importante, qu'ils aient un trou central. Donc, en général, les plus petits sont indiqués pour les lentilles cornéennes, mais certains patients peuvent être intimidés en utilisant la grande ventouse. Donc, l'utilisation des petites peut être indiquée dans ces cas-là. Les ventouses ventilées peuvent être aussi utiles pour améliorer la fixation lors de la pose de la lentille. Si la ventouse ventilée n'est pas disponible, vous pouvez couper le bas de n'importe quelle ventouse que vous avez. Et aussi utiliser une lampe peut améliorer la fixation lors de la pose. Attention aussi à la couleur de ces ventouses. Voir le trou est très important car ça améliore la fixation lors de la pose. Une ventouse d'une couleur foncée rend difficile l'observation, la vue de ce trou-là. Des accessoires faits à la maison peuvent être utilisés. Une tasse à café à l'envers, un stylo de couleur ou des capuchons peuvent être utilisés comme support pour les lentilles sclérales. Ceux-ci permettent aux patients d'utiliser les deux mains pour l'application pour ouvrir les paupières pendant l'adaptation des lentilles, pendant la pose des lentilles. Aussi, pour l'enlèvement de la lentille sclérale, très important indiquer aux patients de mettre la ventouse en périphérie et jamais au centre de la lentille. C'est très, très, très important. C'est aussi important de trouver la position idéale ou positionner la ventouse pour retirer la lentille. Généralement, on conseille de la placer dans la zone périphérique inférieure et c'est la position idéale pour les sclères qui ont une toricité selon la règle. Car
dans ce méridien, quand la sclère a une toricité selon la règle, la lentille sclérale dans ce méridien est légèrement soulevée. Par contre, si la sclère présente une toricité contre la règle, la lentille est cambrée dans le méridien vertical et placer la ventouse dans le méridien vertical va rendre difficile l'enlèvement de la lentille. Donc, dans ces cas-là, dans les cas des sclères contre la règle, là, il vaudrait mieux conseiller aux patients de placer la ventouse dans le méridien horizontal où la lentille est légèrement soulevée. Et toujours dans la périphérie, jamais dans le centre, au centre de la ventouse, de la lentille, parce que c'est bien ça qu'on va voir des patients. Quand on ne donne pas des bonnes indications, les patients vont utiliser la ventouse qui n'est pas indiquée pour l'enlèvement. Cette ventouse est pour l'application, pour la pose de la lentille. Ce patient est en train de l'utiliser pour l'enlèvement et il est en train de la mettre au centre de la lentille, ce qui va créer des problèmes pendant l'enlèvement. Et ce n'est pas du tout la bonne position, ni la bonne ventouse. Donc, la réussite de l'adaptation lentille sclérale commence par la sélection des patients et par la définition de leurs attentes. La reconnaissance des conditions oculaires et la nécessité d'un traitement avant de commencer le processus de lentille est cruciale aussi. Les praticiens doivent être efficaces pendant la sélection de la première lentille diagnostique et choisir la géométrie de la lentille appropriée pour chaque profil oculaire. L'utilisation d'une technologie de pointe est utile pour ça. Considérer toutes les options, donc à cadran, des fenestrations, des canons. La modalité d'observation et l'évaluation de l'adaptation des lentilles sont aussi cruciales pour effectuer les changements corrects et documenter et photodocumenter l'adaptation aussi. Parfois, la lentille est parfaitement adaptée sur l'œil, mais le patient n'est pas satisfait. Il peut avoir des problèmes liés à la compliance ou à d'autres facteurs que nous ne connaissons pas car nous n'avons pas consacré assez de temps ou n'avons pas écouté leurs besoins. Donc, l'empathie et l'éducation du patient sont fondamentales pour le succès et l'ajustement des lentilles sclérales. Et on a beaucoup de ressources maintenant dédiées aux lentilles sclérales pour step by step pour l'adaptation et aussi pour gérer les complications. Un nouveau projet dédié aux lentilles sclérales est European School of Scleral Lenses. Et là, ça s'agit des workshops, 2 workshops dans 20 différents pays dans l'Europe et aussi en Middle East. Donc, vous pouvez choisir un pays où vous pouvez voyager pour assister à ces workshops. Ils seront en total 40 workshops. Et aussi, je vous invite de nous joindre à Summit of Specialty Contacts le prochain octobre où on va discuter de différentes lentilles spécialistes, non seulement les lentilles sclérales, mais aussi la gestion de la myopie, l'orthoké, lentilles cornéales et lentilles hybrides. Et donc, je vous remercie pour votre temps et pour avoir participé à ce congrès. Merci beaucoup.